demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Je demande un peu de silence. Refaire un silence radio. Est-ce une bonne idée ou pas? Non, je crois pas. Je vais mettre la radio. Voulez-vous nous annoncer cette émission? J'aime bien la radio. Bonjour, bien réveillé? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. The KGB. KGB. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Go! Salut les KGBistes et les sévrier-bédistes en tout genre. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec toute la team. Chaque émission est une victoire, que dis-je, un miracle. Grâce à vous qui nous écoutez et grâce aux généreux donateurs du Tipeee dont nous n'avons plus que jamais besoin. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Pas vous. Bon, aujourd'hui, c'est génial, car nous sommes en presque direct du salon de la bande dessinée de Sévrier, et nos invités ne font pas seulement appel aux enfants que nous étions, mais aussi aux adultes que nous sommes devenus, et parfois aussi aux parents que nous sommes. Car oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir de grands enfants qui ont eu le feu vert de Gonagai pour prolonger l'aventure d'un héros mythique de notre jeunesse. Enfin, de la mienne en tout cas. Je veux parler de Goldorak, Grandizer dans la langue de Godzilla et de Yoko Ono, même si sincèrement, je ne suis pas certain que les Japonais comprennent réellement l'un ou l'autre. Mais je laisserai à Raphaël le soin de présenter plus précisément nos invités Alexis Santanac et Brice Cossu lorsqu'ils nous rejoindront en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, nous avons la chance de recevoir Charlotte Mundik, éditrice chez Rue de Sèvres et auteure de nombreux livres, et notamment Tout seul avec Olivier Talek, sorti en septembre 2022 à l'École des loisirs. Juste le temps de faire un rapide tour de table afin de savoir qui nous accompagne aujourd'hui pour cette émission spéciale enregistrée dans les conditions du live au 10e salon de la bande dessinée de Sévrier sur les rives du majestueux lac d'Annecy. Au pif. Goldo Greg, que nous as-tu trouvé pour illustrer musicalement cette émission ? Je vous ai trouvé de la bande dessinée, du Goldorak, et quelqu'un qui te demande si tu le lis. Ah ouais, t'étais pas obligé de me vouvoyer, hein, franchement. C'était une blague. Astéro Jack, as-tu réussi à nous parler du 9e art aujourd'hui ? Non, pas du tout, ouais, mais j'ai sûr. trouvé un livre qui a le bon format, mais pas le bon contenu. Mais pour une fois, c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Ah, ça c'est bon, une exclue. Corno David, oui. Salut. Oui. Comment le cactus ces temps-ci ? Léger, piquant, vif, mordant ? Honnêtement, j'avais un peu la flemme, j'étais un peu charrette. Voilà. T'as fait un résumé ? Ouais, j'ai fait un truc. J'ai pas pris ChatGPT pour une fois. Ouais, je te l'avais suggéré pourtant. Ouais, je sais. Ce sera la blague de fin après, parce qu'on s'en rendra compte après que tu as utilisé ChatGPT. Pour toujours et pour toujours. Et enfin, Fulgurafa, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, ça va très bien, merci. Cool. Et toi, Mireille, de quoi va nous parler ta chronique ? De monstres. Aujourd'hui, on parle des monstres. T'aimes ça, les monstres ? J'adore les monstres. Il faudrait savoir juste qui sont les monstres, c'est tout. Très bien. Et nous sommes aussi en compagnie de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors brièvement, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors succinctement, je suis née le siècle dernier. J'étais inadaptée scolaire. Je n'ai pas vraiment fait d'études et j'ai commencé en faisant du coloriage au magazine Pomme d'Api. Puis ensuite, j'ai continué brillamment une carrière exceptionnelle. Et je suis depuis 10 ans éditrice de bande dessinée jeunesse pour le catalogue Rue de Sèvres. J'étais là à la création de ce catalogue et en parallèle, j'exerce, en plus de ma carrière de top modèle international, une activité d'autrice pour la jeunesse. Quel achèvement ? Ça, on fait des cordes à ton arc. Exactement. Ouais. Non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. David, tu peux nous piquer un peu ? J'arrive. Merci. Aïe ! Bah oui, ça pique. Les cactus. David les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. C'est étonnant, non ? Voilà, rien. Quoi ? Comment ça, rien ? Bah rien. Nada. Macache, pot de balle, Kutchi, Walou. Non, rien. Rien. Tu vois, tu l'avais en plus. Ouais. Non, j'ai rien préparé. Ouais, c'est comme ça, puis c'est tout. J'ai pas l'envie. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai pas l'envie, j'ai pas le moral. Je suis un peu dans le jus, j'ai un petit peu des idées noires. Et puis, tu crois sérieusement que je vais écrire une chronique l'avant-veille de la Journée internationale des travailleurs ? Bah non, c'est cuit, pas de cactus, pas de chronique. Solidarité. Puis je préfère t'annoncer tout de suite que je vais pas tenir ce rythme jusqu'à 64 balais.
64 pour le moment qu'ils disent, les gonzes. Ils sont quand même en train de t'inventer le concept de l'allongement perpétuel, mieux que la vie sans fin. Parce que j'ai fait mon calcul, j'ai l'âge de... Attends, j'ai noté ça quelque part, des références culturelles, ouais. J'ai l'âge de Stevie Boulet, ça te parle? Oh la vache. Ouais, mais j'ai l'âge de Clarisse. Moi, j'ai l'âge d'Amélie Mauresmo, moi, ok? Non, ça vous parle pas? Ouais, Bon, si. j'ai l'âge de Silence de Comès ou de La Foire aux Immortels. C'est mieux La comme classe. ça. Ouais, c'est pas mal quand même. Bref, il me reste grosso merdo 210 chroniques, parce qu'à 10 par an, je préfère compter les chroniques, quelques milliers de minutes de blabla à pondre, autant de jeux de mots douteux avant l'âge fatidique, mais salvateur de la retraite au vieux fourneau. Alors sur ce coup, je me suis dit que je pouvais prendre un peu d'avance pour une fois et décompter ça de ma note. Donc, nada. Pas de cactus. Puis compte pas sur les anciens pour défendre le système, étant donné que le bord politique tendancieux vers lequel ils penchent, on est plutôt mal barré. Les Tintins, les Mickey, ils sont là tranquillou à profiter de leurs acquis peinards. C'est sûr, la pénibilité d'un journaleux au petit 20e, c'est pas la même qu'un monteur à la chaîne de chez Lada. C'est certain que tu les vois pas trop jouer de la casserole devant les préfectures en ce moment. Bon, si j'avoue, les héros de BD, il y en a des biens. J'ai moi-même un très très bon ami héros de BD. Enfin, c'est un terrain glissant ça. Mais fiat. Bref, je papote pas mal avec l'autre gaulois moustachu, là, Astérisme. Le pépère, il tape justement 64 piges cette année. Et faut dire que même avec le gosier farté à la potion, il se voyait pas faire une année de plus à castagner du Romain. Ça rend peut-être invincible, mais ça enlève pas l'arthrose de cette cam. Oui, la retraite, c'est le moment de ta vie où tu as tout le temps que tu veux pour faire enfin ce que tu es devenu incapable de faire. C'est pas de moi, c'est de Guéluc, de son subtil félin. On partage à quelques mois près les mêmes annuités, une appétence pour les calembours à double lecture et la taille de notre slip léopard. Ouais, la faute à la quarantaine bedonnante qui disent. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter un poil de ma propre décadence. Déjà qu'à la base, les travaux d'Hercule et moi, ça fait 15, j'imagine pas dans 20 piges la gueule du bonhomme. Va falloir sérieusement investir dans les rayures verticales et les rotules en titane. Bref, je suis rincé, un vrai chamallow. Clin d'œil. Et encore, je me tape pas des ragnagnas menstruels, des rontuju, comme ils disaient dans Gaston, des scrognonieux ou je sais plus comment. Comment ils font les pélis pour réussir leur quête et sauver Akbar, ou les Sixi pour combattre à longueur de journée et gérer Landfeust et ses mioches le soir avec le SPM en bas du ventre et du sommet de la courge. Ouais, le syndrome prémenstruel. Tiens, l'Espagne vient tout juste de voter l'adoption d'un congé menstruel, alors qu'en France, comme d'hab, on y pense, on en parle, on l'incite, alors qu'on ne met absolument rien en place pour le rendre effectif. Tu parles d'une reconnaissance, ça nous fait une belle jambe, tiens. Moi, si je devais faire tout ce qu'on m'incite gentiment, je serais sûrement pas en train de descendre des sustoniques au fond d'un troquet au lieu d'essayer d'écrire cette chronique. Et voilà, tu mets ça bout à bout, je te jure que ça donne pas envie de repartir au turbin et de remettre le coup de collier au début de semaine pour engraisser les schtroumpfs et évidemment ceux qui se sucrent au passage. À moins qu'on se mette bien tous ensemble le 1er mai, puis le jour d'après, puis le surlendemain, puis ceux qui suivent, puis ils auront beau avoir confisqué toutes les casseroles et les cuillères en bois, ça n'empêchera pas le ciel de leur tomber sur la tête. Ah, c'est un bon début ça, je vais en parler dans ma chronique cactus. Patron, je reprends une suze s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ça peut se résumer à une seule expression, en un seul mot. Les cactus. C'est chouette la vie. Moi, j'ai juste retenu que Steve Boulet avait le même âge que Caris. Ouais, c'est important quand même. C'est incroyable. Heureusement que t'avais pas bossé. C'est venu avec des suzes. Ouais. Franchement, c'est cool pour l'inspiration, la susto. Vous avez toutes les refs? Il y avait qui là? Il y en a un paquet. Il y avait du monde. Le Rontuju de Lontarin, ça je l'ai bien eu. Ah, il est bien celui-là. J'ai tellement eu du mal à le lire quand j'étais gamin. Mais je l'ai bien maintenant. Ouais, c'est vrai. Charlotte, je me tourne vers toi. Quelles sont toi tes inspirations? C'est quoi qui t'a fait rentrer dans le monde de la BD quand t'étais petite? Stevie Boulet. Stevie Boulet, voilà, qui a maintenant une boîte de nuit au Mans. Très bien. Dont je me suis fait virer lors d'un festival. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Et ils virent Attends, comme ça c'est pas des rien. gens qui ont une carrière internationale dans le mannequinat. Non, mais non seulement ça, mais j'étais en plus avec Alain Maboncou et Pierre Lemaître. Fichtre. Ouais, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est Ils les ont pas reconnus. C'est trio un improbable. compliment, enfin. Ouais, c'est quand même, Tu je sais, suis il y a assez que- fière. Ah, mais je suis Ouais. pas peu fière. Ah Ouais, non, ça tu fait m'étonnes. partie un petit peu de mon pédigré. Ouais. Je vais rebondir là-dessus. Il y a aussi la casquette donc d'autrice. Tu en parlais, la casquette d'éditrice. Comment t'es arrivée à ces métiers-là? C'est étrange parce que de la même façon dans les deux, c'est-à-dire que en fait moi j'ai une formation de graphiste au départ. J'étais directrice artistique et un jour il y a une éditrice qui m'a incitée à écrire un texte. J'avais absolument jamais envisagé que l'écriture pourrait être pour moi un médium d'expression en tout cas. Et
elle m'a incité à le faire. Et vraiment, je pense qu'elle a su avant moi que peut-être j'avais un potentiel littéraire. Mais c'était incroyable parce que je ne l'ai pas vu venir, quoi, vraiment. Et elle m'a demandé d'écrire quelque chose et puis de développer, de rajouter des dialogues. Et elle m'a dit, je vais le publier. Et voilà, c'était le premier d'une 30aine de livres que j'ai écrits depuis et qui doit être sorti en 2007, je pense. Éditrice, c'est un peu pareil. Ouais. C'est-à-dire que comme je venais de l'image, pareil, pas de diplôme, pas de qualification particulière pour le devenir. Le patron de l'époque de Flammarion Jeunesse, où j'étais directrice artistique, a été amené à prendre la succession de son père à l'école des loisirs, et il avait lui comme passion, puisqu'il était aussi directeur de Casterman, la bande dessinée, et donc il avait dit à l'école des loisirs, je prendrai la succession, mais je monterai un label de bande dessinée. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit est-ce que ça te dirait de devenir éditrice BD jeunesse? Donc j'ai regardé en lui disant pourquoi? Je ne sais pas faire. Et il m'a dit on va t'apprendre. Et encore quelqu'un qui m'a proposé, donc comme dans presque finalement toute ma carrière, j'ai saisi les perches qu'on m'a tendues en me disant de toute façon peut-être qu'on ne te le proposera pas 2 fois, n'hésite pas, vas-y. Ouais. Et voilà. J'aimerais revenir sur ton travail de directrice artistique. Du coup, ça t'a aidé, j'imagine? Alors en fait oui, parce que effectivement sur l'image, je sais lire l'image, je sais parler de l'image, et donc aller chercher des gens pour faire de l'image. Mais même ça m'a aidée parce que finalement j'arrivais sans idée préconçue, sans réflexe sur la bande dessinée. J'en avais fait un petit peu au magazine Je Bouquine où j'avais été directrice artistique, mais c'était assez bref en fait. C'est une forme narrative assez particulière, qui n'est pas la même que la littérature qu'on utilise beaucoup dans les albums jeunesse ou dans les romans jeunesse, qui étaient plutôt les ouvrages sur lesquels moi j'avais l'habitude de travailler. Mais au final, d'abord j'ai été chercher des gens qui n'avaient pas forcément fait de la bande dessinée, et puis j'y suis allée de manière assez instinctive et intuitive, et puis ça fait 10 ans que ça dure, quoi. Ouais. Donc... Et alors, je vais switcher un peu entre le travail d'auteur et de... Switch don, c'est ce que je fais en permanence, donc tu peux y aller, tu vois. On s'adapte. En quoi ça... Comment est-ce que tu travailles tes textes et tes romans pour enfants, je veux dire. Comme autrice, tu veux dire? Ouais, comme autrice. Alors, ils viennent à moi. C'est-à-dire qu'ils s'imposent. Oui, ils s'imposent. En fait, j'ai une grande liberté par rapport à ça, c'est que je n'ai aucune obligation de le faire. Ça n'est pas mon gagne-pain, ça n'est pas mon métier. Donc, je me mets à écrire quand une histoire commence à m'entêter, c'est-à-dire qu'elle se pointe dans ma tête comme ça, et puis elle revient, et puis elle s'installe, et puis tout à coup, il y a un moment où je l'écris, et puis ensuite je la propose. Mais en fait, je pense que c'est presque question à ma droite. Oui, tout à fait. Et c'est toujours le texte qui vient avant, ou alors est-ce qu'il y a des illustrateurs, des graphistes qui te contactent pour mettre le texte, ou c'est ton texte qui vient quand tu travailles avec des illustrateurs et des graphistes? C'est eux qui viennent te chercher, ou c'est toi qui viens les chercher? Non. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme je viens de l'image, je pense que l'histoire que j'écris, je la vois, je l'écris, et ensuite, il se trouve que de par mon activité de directrice artistique, il y a plusieurs illustrateurs qui s'imposent finalement pendant l'écriture. Et en général, je les contacte, ou je leur demande s'ils seraient d'accord pour le faire. C'est oui ou c'est non, hein, à la limite. Mais le texte est toujours, est toujours au départ des projets. Et donc, durant l'écriture ou durant la correction, tu as déjà un univers graphique qui devient en tête dans ton imaginaire, en rapport avec les illustrateurs que tu imagines? Oui, c'est un peu ça. Et en fait, j'écris un peu en fonction de l'illustrateur auquel je pense. Après, j'ai eu la chance de finalement pouvoir travailler avec les gens avec lesquels j'avais envie de travailler. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et à qui ça s'adresse? Comment est-ce que tu sais à qui tu t'adresses quand tu racontes tes histoires? J'en sais rien du tout, en fait, très honnêtement. Parce qu'en littérature jeunesse, tu dois aussi cibler un âge, non? Non, pas du tout. C'est pas moi qui cible l'âge, c'est l'éditeur auquel je le propose ensuite, parce que ça, c'est... donc ça, tu n'y penses pas quand tu écris? En fait, non. Okay. Je pense à... En fait, très honnêtement, je crois vraiment que j'écris à l'enfant que j'étais. Avant tout. C'est vraiment... Je m'adresse à l'enfant que j'étais avant tout. Et ensuite, si ça
peux en toucher d'autres, tant mieux. Mais non, je cible pas du tout. C'est jamais calculé. C'est très viscéral. Non, mais ça peut arriver, tu sais, dans la réflexion, à un moment de te dire, bon, bah ça, tu vois, il y a des thèmes. À part pour Chamallow, où c'est vraiment, là, pour le coup, beaucoup plus calibré. C'est une série qu'on a lancée avec Marion Billet. Et là, pour le coup, c'est presque la seule à la demande d'un éditeur qui nous l'a proposé. Et là, c'est calibré parce que le texte est calibré en termes de signes, parce qu'il y a un certain nombre d'images et que ça s'adresse vraiment à des tout petits. Après, mais il y a des textes que j'écris où beaucoup d'adultes me disent que ce ne sont pas du tout des textes pour les enfants, ce que me disent pas du tout les enfants. Donc je pense qu'il y a vraiment, mais jamais, il y a des textes sur lesquels j'ai eu vraiment je dirais des polémiques entre guillemets, mais même des altercations verbales assez violentes sur des salons avec des adultes, jamais avec les enfants, jamais. Parce que c'est quoi? C'est les valeurs qui posent sur les mots et que les enfants Alors, par exemple, pas. il y a un texte qui s'appelle La Croûte, où c'est un enfant qui parle de la mort de sa mère. Et ça, c'est insupportable. En plus, il le raconte à la première personne. Et c'est insupportable. Et beaucoup pour les mères. Pour les adultes, c'est insupportable. Pour les mères, c'est insupportable. On peut parler de la mort du hamster. On peut parler de la mort du grand-père. Mais envisager que possiblement une mère est mortelle, je vous l'apprends, ça n'est pas possible. Et les enfants, c'est perçu comment, du coup? Mais aucun problème. Ouais, Pour eux, d'abord, c'est l'histoire de cet enfant qui raconte son histoire. Et puis, non, aucun problème. D'ailleurs, très souvent, quand je suis invitée il y a des instituteurs qui ont refusé de me recevoir à cause de ce texte-là, qui ont dit non, c'est trop horrible. Mais vraiment, je ne l'avais pas du tout vu venir. Ouais. Et dans les classes, souvent, quand on fait des interventions scolaires comme auteur jeunesse, et il m'est arrivé de terminer avant la fin de l'heure avec des enfants de CE1 un peu dissipés, un peu petits, qui, au bout d'un moment, la tension se relâche. Donc, je leur propose de leur lire une histoire. Et en général, je leur montre et je leur donne un résumé assez succinct de l'histoire en question. Et systématiquement, ils font « L'histoire triste ! L'histoire triste !» Mais les contes servent à ça, en fait. C'est pour se projeter sur les émotions, sur les faits. Mais en plus, je trouve que c'est tellement leur manquer de considération que de penser qu'ils ne sont pas capables de discuter de ça. Ça fait partie de leur vie, tout comme la nôtre. Ils regardent des films, ils lisent des livres, ils vivent des choses aussi par le biais d'autres enfants, ils partagent des choses et ils sont tout à fait... bien sûr, mais alors ça, j'en suis absolument convaincue. Et puis c'est le point de vue d'un éditeur comme Thierry Magnier, par exemple, qui a un peu les deux grandes écoles de l'édition jeunesse, mais pour lui, il n'y a pas d'âge. Chaque enfant va, selon sa compréhension, chercher dans l'histoire ce qu'il peut comprendre. Les choses qui ne lui sont pas accessibles, il ne les comprend pas, il les comprendra un an après ou 2 ans après. Mais comme nous avec les livres ou les films, c'est une matière vivante. Mais le deuxième texte, en l'occurrence, c'était chez Thierry Magnier, qui s'appelle « Je suis le fruit de leur amour ». Et c'est une petite fille que ses parents n'aiment pas et qui trouve son happy end en se choisissant une autre mère. Mais ça, pareil, c'est insupportable. Fichtre. J'ai hâte. Moi, j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyo, de Bondy, de Sampé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint, habiter un champi avec des petits hommes bleus et faire tout le temps la teuf avec Gargamel au milieu, coincé dans les chiottes, le schtroumpf à lunettes et Agnan, leur enlever leur binocle pour que Ricky tape dedans, et puis rejoindre Gaston et se taper un bœuf au bureau, faire une course en patin avec Jules d'en face et Lucien, rendre Prunelle tout rouge au moment où de Messmaker vient signer ses contrats pendant que la Jeanne s'en va en l'air, prendre des cours de chimie avec le comte de Champignac, ou mieux des cours de dessin avec le beau Lebrac, demander à Spirou d'emmener faire un tour en turbo et planter Fantasio et son côté vieillot, jouer aux vengeurs masqués avec Alceste et Nicolas, se barrer dans les bois et se faire une soirée pyjama avec Sylvain Sylvette, et si le bouillon vient nous faire chier, j'appelle Benoît Bricefer pour lui faire une tête au carré. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyo, de Bondy, de Sampé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint, puis je rends visite à Pétronille qui recherche ses gamins, je branche Samy et Soda s'ils peuvent lui filer un coup de main, avec Jérôme Gage, Jérôme Bloch, on commence l'enquête, Tintin
Chacun se met sur le coup avec les 4 As et c'est chouette. Puis là change de décor, je me barre au Far West et je me tape des faillots avec Bloodshed, Capitaine Stark. Quand Lucky Luke arrive, Joe Dalton trépine, jure et peste devant Jolly Jumper qui se marre avec Spip et Oscar. Astérix et Obé me proposent un sanglier, mais j'opte pour les crêpes de la grand-mère Jojo trop sucrée. On se fait une partie de foot avec Quick et Fluke et le boule. Léon la terreur nous rejoint et c'est là que c'est parti en couille. L'orge Magoki Nora sur une île protégée des cons, avec le funeste qui bastonne Achille Talon. On se fait des chipots avec ce sacré guéluron. On s'en met une correcte avant qu'Arthur nous arrête. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyo, de Ponty, de Samp et de Franquin. Me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien. Croiser un petit poussin et tirer sur son joint. C'est vrai que depuis le début j'ai pas beaucoup cité Nana, mais c'est pour pas que Martin Véron se tape la belle Natacha. Le code sonore vient mettre au tapis ce qu'on dise no good. Façon dès qu'il y a de la meuf c'est chaud comme Titeuf et Nadia. Me balader de planche en bulle entre vos booms, vos paf, vous avez coloré ma vie, l'avez rendue moins dégueulasse. Il m'arrive encore aujourd'hui, quand j'ai du vague à l'âme, de me réfugier dans mon lit et de vous dévorer aux larmes. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyo, de Ponty, de Samp et de Franquin. Me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien. Croiser un petit poussin et tirer sur son joint. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyo, de Ponty, de Samp et de Franquin. Me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien. Croiser un petit poussin et tirer sur son joint. Ouais, un petit peu. Anaël Miller, qui pour ce premier interlude musical nous faisait réviser nos classiques du 9e art. Le titre s'appelle tout simplement Bande dessinée. Le tout étant, vous en conviendrez, plutôt raccord au regard du lieu où nous nous trouvons et des invités que nous recevons. Chapeau. Incroyable. Chapeau bas. Ah, Casquette au plancher, comme disait les jeunes. Mais ça, moi je suis en train Casquette de regarder... au plancher Chapeau bas. Ah, casquette au plancher. Ah, il est vrai c'est jeune. toi qui dis ça. C'est les vrais jeunes qui disent ça, ouais. Un truc de jeune. Eh ben, on va enchaîner. Juste avant, on peut dire un énorme merci à Charlotte. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, c'était chouette. C'était court. J'espère qu'on t'aura une prochaine fois avec nous plus longtemps. Faut pas me le demander 2 fois. C'est... Je vais revenir. Eh bien, j'espère qu'on t'aura une deuxième fois plus longtemps. Ça fait Avec 3. grand plaisir. Ça fait 3 ou 4 là. David, il ramènera des sustos, pareil. Et moi surtout, j'espère qu'on t'aura une deuxième fois, mais plus longtemps. Et peut-être même une 3e fois. Si ça Faisons se passe ça. bien la 2e Soyons fois, fous. peut-être. C'est fatigant l'humour de répétition. Moi j'adore ça, personnellement, c'est ma préférée. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Merci. Je suis en train de regarder les super pouvoirs de Goldorak. Il y a un truc qui s'appelle Météo Punch. Je trouve ça trop bien, ça me donne tellement d'idées. Jacques, On dirait le nom d'un cocktail. Jacques, Météo Punch. Les histoires que tu lis sont sans danger. Et pas celle de votre livre? Jack! Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de Crime et Châtiment? Ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas vrai. Camarades, camarades, cagibistes, cagibistes, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre pas encore paru. Aujourd'hui je vais vous parler d'un secret, d'une splendeur qui en vrai avait déjà été édité il y a longtemps, qui était épuisé, introuvable et qui retrouve la lumière du jour grâce aux éditions des femmes et à une toute nouvelle maison d'édition prometteuse, brillante, audacieuse, j'ai nommé Le Rayon Blanc. Je veux donc vous parler d'un secret à la frontière entre la vie et la mort, un chuchotement dans l'oreille qui se glisse entre le silence et la respiration, une lettre écrite par une mère à sa fille pour cesser le cycle des violences, des non-dits, de l'enfermement. Je voudrais vous chuchoter la pulsation de ce livre, cinglante et simple, comme un été, limpide comme une vérité. Vous donner envie de lire ce livre, Mon secret, de Niki de Saint-Phal.
Pour qui ne connaît pas Niki, je me permets ici de l'appeler simplement Niki, car après la lecture de ce texte, j'ai l'impression d'avoir passé un été entier avec la petite fille qu'elle était à jouer dans les herbes hautes, à conjurer la peur des serpents qu'on imagine cachés sous les pierres. Niki, donc, est une immense plasticienne qui découvrit l'art chez les fous, pour reprendre son expression, lors d'un internement dans le sud de la France. On connaît d'elle surtout ses nanas, sculpture de femmes voluptueuses, colorées, puissantes. Sa série de tirs, œuvre réalisée à l'aide d'une carabine pour faire saigner la peinture. Et son grand œuvre, Le Jardin des Tarots, situé en Toscane, inspiré de Gaudí. Sa trajectoire est vaste, monumentale, parcourue d'une rage, d'une joie, d'une révolte, d'une pulsion créatrice renversante. Ici, dans Mon secret, rien de ce monumental. Une simple lettre dédiée à sa fille Laura. L'écriture cursive de Niki, avec quelques majuscules ici ou là prenant la forme de serpent, avec ses phrases à la courbure enfantine qui remontent le long de la page pour finir la phrase, arabesque presque naïve, et pourtant. Et pourtant, quelle puissance et quelle force folle que ce secret déployé dans toute sa simplicité crue. Niki fait parler dans cette lettre la petite fille qu'elle était à 11 ans. Elle aura attendu d'en avoir 64 et toute une œuvre derrière elle pour avoir la force et la grâce de déployer ce secret. À l'âge de 11 ans, durant cet été dans les herbes hautes, à l'abri d'une cabane de jardin, son père l'a violée. Niki, 53 ans après, fait non seulement entendre enfin le cri désespéré de la petite fille, mais réussit avec une simplicité qui tient lieu de la grâce, toute la complexité, la violence, le paradoxe, le déni social, le ravage psychologique, la haine, le parcours de vie, la protection des agresseurs par la société, les moyens de survivre, la haine de soi que provoque un tel événement dans une vie. Ce texte, écrit en 1994, est d'une actualité folle. Rien n'a changé ou presque dans notre société où on ordonne aux agressés, femmes, enfants, de parler, de porter plainte. Et, dès qu'ils le font, ils sont accusés de mensonges, sont traînés dans la boue de la suspicion, tandis que la société s'inquiète et protège les agresseurs. Attention, ce texte n'est en rien le récit d'un fait divers, d'un acte sordide. Ce texte est la clé pour sortir des violences. Ce texte est pulsion de vie. Ce texte est la voix simple, limpide et lumineuse d'une vérité. Ce texte est le chuchotement des violés, incestés. Ce texte est notre chuchotement. Il est la preuve que les agressés ont toujours parlé, toujours témoigné, et qu'il serait temps d'entendre le tremblement de terre contenu dans leur souffle, notre souffle, entendre pour agir enfin. Ce texte est le récit d'une mère à sa fille, d'une enfant à chaque enfant en nous. Il est précieux, simple comme une amitié. Niki y glisse ses lettres en forme de serpent, cailloux blancs comme ceux du petit Pousset, afin que nous trouvions le chemin vers le refuge qu'est la création, le chemin vers l'amour. Ce texte est celui d'une grande plasticienne qui termine sur ces mots. Je t'embrasse, chère Laura, avec beaucoup de tendresse et un regret de ne pas avoir pu te parler de tout ceci pendant que tu étais adolescente. Pourquoi c'est si difficile de parler ? Je t'aime, maman Niki. PS, la prison n'est pas la solution. PPS, un jour, je ferai un livre pour apprendre aux enfants comment se protéger. Ce livre existe. Il est beau, sincère et simple. Il s'appelle Mon secret de Niki de Saint-Phal, coédité par les éditions des femmes et le Rayon Blanc. Merci Niki de m'avoir ramené dans les hautes herbes au milieu des serpents pour me confier ton secret, notre secret, sous le soleil terrifiant de l'été. Niki, et vous toutes et tous qui connaissez ce secret, je vous embrasse avec beaucoup de tendresse pour reprendre les mots de Niki. Vous êtes définitivement sur KGB. Je suis un homme libre. C'est un livre. Assez suffit, terminé. Merci Jacques pour ta chronique. Mais c'est un plaisir. Est-ce que vous avez des commentaires, les affreux, autour de moi ? C'est hyper joyeux. C'est hyper... Ah non, mais en vrai, c'est hyper joyeux. Ah, bah c'est d'accord. Niki de Saint-Phal. Elle te fait un truc ultra coloré, ultra puissant et simple avec 3 fois rien. C'est juste magique. Moi, j'ai retenu que Stevie Boulet avait le même âge que Caris.
Non, ça, c'était Quelqu'un ma veut chronique. des fromages Ah oui, quelqu'un veut. Vous êtes bien sur KGB et nous sommes très heureux d'accueillir Brice et Alexis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux invités d'honneur de Sevrier BD pour la 10e édition. Tout à fait. Ouais. On va parler pendant ces 2 petites parties d'interview de Goldorak. Je crois que les camarades autour de moi ont plein de questions. J'ai jamais entendu parler. Moi, j'ai cru que c'était sur Albator. Je ne suis pas du tout prêt. Non. Première question, c'est quoi vos souvenirs d'enfance de Goldorak, vous, perso? Je vais laisser Alexis commencer. Mes souvenirs d'enfance, Ouais. c'est rentrer très vite en courant après la classe et m'allonger sur le canapé banane qui se faisait vachement à l'époque. Donc, ça, le dossier, ça fait la forme, c'est une grosse banane, mais je m'allongeais là-dessus et je regardais l'épisode. Ok. Voilà. Et après, je regardais, parce que si je me rappelle bien, après, il y avait Candy. Oui. Et s'il y avait Terry Grantchester, je regardais, sinon j'allais me barrer, jouer dehors. Voilà. Ça, c'est mes souvenirs Goldorak. C'était triste, Candy. C'était triste en vrai, exactement. Moi, le souvenir que j'ai de Goldorak, vraiment les tout premiers, c'est parce que moi, je l'ai vu plus tard, en ayant déjà vu les Chevaliers du Zodiac, tout ça. C'était déjà la période Club Dorothée, générique Bernard Minet, moi. Donc c'était vraiment la dernière version. Ouais, Voilà. mais ça permet de te situer au niveau de l'âge. C'est le bébé de l'équipe. C'est moi le bébé de l'équipe, ouais, c'est ça. Moi, j'ai 40 ans. Voilà, donc c'est Team Club Dorothée. on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais, une Et génération, quoi. moi, c'était les moments où il jouait de la guitare qui me marquaient. C'est bête, hein. Pourtant c'est un dessin animé avec des robots géants qui se cassent la gueule. Mais moi, je retenais Actarus qui jouait de la guitare. Avec des frusques de hippie, ouais. Avec ses frusques de hippie, exactement. Avec des franges. Non, mais vous vous en c'était- rappelez, vous, de Bah ce, oui, de ce moment-là? fucking évidemment, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a un c'est. gilet à franges, Je il pense joue de la que guitare. ce que j'avais pas eu avec les dessins animés d'avant, c'est le héros un peu romantique, parce qu'Albator, je le voyais pas comme ça. Albator, il avait toujours ce côté vraiment, même si c'était un peu torturé. Actarus, voilà, tu Albator, sentais c'était qu'il à en mort avait gros torturé. sur la patate quand même. quoi. Et c'était le moment, voilà, c'était vraiment, il était là avec sa guitare, alors il faisait ses accords comme Il faisait pouvait. n'importe quoi avec les doigts, ça marchait. Voilà, mais Trop fort, le gars. Mais je me rappelle même une fois avoir essayé de chercher plus tard, essayer de chercher ce qu'il jouait au début. Je crois que c'est sur le premier épisode, mais pas possible. Ok. Une espèce de flamenco bizarre. Albator, c'est la guimbarde, mais il en jouait surtout dans sa cabine et très peu en direct dans les dessins animés. On voyait pas ça. Pour la construction de cet album, il y a différentes étapes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les étapes de comment on arrive à ce produit fini là, ce monument là? Bah après, c'est les étapes de tout album BD en fait. Hein. Il y a, Ouais. sur cet album-là, ce qui est spécifique, c'est qu'on est beaucoup. Ouais. Puisqu'on est 3 dessinateurs. J'ai pas souvenir qu'il y ait déjà eu ça en BD. Comme on a fait l'album, c'est pas juste quelqu'un qui fait les décors, qui fait les persos et l'autre qui va faire les mechas, on va dire. Là, non, c'était vraiment mélangé. On peut dire que sur un personnage, j'ai fait l'œil gauche, Alexis il a fait l'œil droit et Denis Vajram, donc le 3e dessinateur, faisait le nez. Après, Alexis retouchait le nez, moi je retouchais la pupille gauche, et voilà. Donc en fait, c'était une espèce. En fait, on a travaillé comme si à nous 3 on représentait une autre entité de dessinateurs. Quoi. Pourquoi? Parce que tu vois, parce qu'en fait, interpelle quand même parce ce- qu'en fait, on s'est tout de suite aperçu que si on allait faire une BD avec machin qui fait les décors, machin fait les persos et tout, on va se faire chier comme des rats morts en fait. Moi personnellement, si je dois travailler comme ça, je pars dans l'animation, je gagne 4 fois plus ma vie et on n'en parle plus. Là, la BD, là je parle pour moi, mais pour moi la bande dessinée c'est la liberté. C'est-à-dire je fais ce que je veux, donc je vais pas m'imposer des trucs qui vont m'ennuyer. Et là en plus, on a affaire à Goldorak quoi, donc on a tous envie de jouer avec. Donc on va pas se limiter à faire un truc. Et comme on est potes, avant tout ça, on a pu faire ça. J'allais y venir, on se connaît suffisamment. Avec Alexis, ça fait une 15aine d'années qu'on travaille à un atelier ensemble. Denis, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, plutôt que de se dire, on va chacun faire notre chose, chacun de faire notre style, et derrière, il va falloir se retenir pour laisser la place à l'autre, on va chacun regarder ce que fait l'un et le pousser encore plus loin avec son propre. Et en fait, en se donnant l'impulsion les uns les autres, on crée un style qui est un hybride des 3 en fait. Et le truc génial, c'est que quand le bouquin est sorti et que les proches ont lu le bouquin, on dit ouais mais quand même. Enfin moi on m'a dit c'est quand même ta patte. Par contre, ça, c'est Alexis, véridique, on on lui l'a a dit tous eu. ouais non c'est quand même ta patte Alexis. Et Denis on dit non c'est quand même ta patte Denis. Ben voilà. Pareil On a réussi, réussi le truc quoi. parce que chacun retrouve.
Enfin, ceux qui connaissent bien le dessin de chaque dessinateur le retrouvent et on a réussi le mélange des trois. Le monstre a bien pris. Et du coup, l'envie d'origine est collective. Ah oui. Vous étiez potes, vous connaissiez, vous avez dit on va faire Goldorak. L'équipe était quasiment bouclée le jour où on s'est dit il faut faire Goldorak. Pour l'histoire, ça remonte à 2016, ça remonte à un petit moment. C'était à Angoulême, forcément, hein, la mec de la BD, quoi. Tout le monde est là. Voilà, tout le monde est là, sauf moi cette année. Et ça a son importance dans l'histoire. Voilà, ça a son importance dans l'histoire. Donc c'est Xavier d'Horizon, le scénariste, qui fait un repas avec Christelle Oulands, qui est donc la directrice de Cana, l'éditrice, et qui avait lancé la collection Classics avec Albator déjà. Exactement. Dessiné par Jérôme Alquier. Et elle parle avec Xavier, elle dit mais toi qu'est-ce qui te faisait, elle lui dit mais Xavier lui dit mais moi pourquoi j'ai adoré j'ai voulu créer des histoires, faire de la bande dessinée, c'est parce que j'ai regardé Goldorak et moi Goldorak c'est vraiment ce qui m'a amené à faire ce métier-là et moi je rêverais de faire le dernier épisode de Goldorak, mais mon dernier épisode, parce que moi je suis pas d'accord avec le dernier épisode. Et parce que si vous vous rappelez le dernier épisode, je les ai pas encore revus, je les ai pas encore revus. Ah tu les as pas revus? Non mais faut y aller. En gros c'est bon bah je me barre chez moi, je rentre, au revoir, et entre parenthèses ils disent on va repeupler Euphor, et il part avec sa sœur, donc c'est pas très, tu vois. c'est pas faux. Et donc Xavier dit Christelle dit écoute, moi je pars dans un mois au Japon, je peux rencontrer Gonaga, et si tu veux lancer un projet, allons-y. Et là ça fait ok. Et pour la faire courte, il a dit moi je veux demander à Denis, parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps, donc il demande à Denis, lui les premières BD qu'il faisait quand il avait 12 ans c'était Goldorak, donc évidemment lui il a dit oui. Il dit par contre moi j'ai un vrai problème, c'est que ça demande du temps. Et le manga, c'est pas mon truc. Et ça demande des références que je maîtrise moins. Mais j'ai la solution. Sur le côté manga et sur le côté SF un peu pop, je vais penser à Brice et Alexis, parce qu'on travaillait déjà en atelier virtuel ensemble. Parce qu'on n'habite pas aux mêmes endroits de France, mais on se retrouve via Discord, qui est un serveur qui sert habituellement pour le jeu vidéo ou ce genre de choses. Et donc Alexis, lui, pour le coup, était à Angoulême ce jour-là. Il se retrouve, il lui en parle. Alexis dit, à 2h du mat. Ouais, il faut le faire et tout. Il faut le dire à Brice. Mais oui, c'était prévu. Et puis là, du coup, il me passe un coup de fil. Et là, en fait, à 1h30 ou 2h du mat, je l'ai appelé. Ouais. Bon, fatalement, je tombe sur le répondeur. Et donc, j'ai dit, écoute, faut que je te parle un truc, c'est énorme, mais je peux pas te le dire sur le répondeur. Bon. Du coup, il me rappelle le lendemain matin. Oui, c'est ça. Ouais. Et je dis, ouais, c'est un projet, c'est énorme. Je dis, mais en fait, je peux vraiment pas te dire ça par téléphone, je te dirai ça quand je suis rentré, puis j'ai raccroché. Le teasing. stress. La tension. Et le lendemain, à l'atelier, le matin, je lui raconte, puis j'ai eu une réaction assez... Enfin, il n'y a pas eu de réaction, en fait. Non, il n'y a pas eu de réaction, ça a fait vraiment... Goldorak. Je lui ai fait cache ta joie, tout, bon, j'ai pas trop insisté. Et puis le soir, à 20h30, il me rappelle, puis mais... c'est vrai, on va vraiment faire. T'avais digéré. Tu sais, c'est ce truc où t'as la voix qui monte dans la tête au début. C'est t'es en train de travailler, tu dans ce truc, tu bois le café, tu montes bosser, puis tu sais, t'es en train de bosser, puis dans ta tête, c'est fait Goldorak. Et en fait, à la fin de la journée, c'est Goldorak, mec, Goldorak. Ça fait 4 jours que j'ai le traverse tout l'univers dans la tête. Ouais, moi, c'est ça, pas possible, après, voilà. Et après, pour le coup, ça s'est enchaîné assez vite, parce que Christelle a dit bon, alors les gars, je pars au Japon dans 10 jours. Vous pensez que vous pouvez. Alors, elle dit, et là, parce qu'on avait chacun nos bouquins ou autre chose, on a tout arrêté. On a fait un dossier d'une dizaine de pages. Parce que Xavier avait déjà l'histoire qui est dans le dossier. Voilà, tout ce qu'il y a à la fait fin dans les 10 jours avant qu'elle ne parte. Ouais. Le temps, on l'a fait franchement en une semaine. Le temps qu'ils traduisent tout en japonais pour montrer, voilà, au Japon avec ça. Et 15 jours après, elle a dit bon, alors, mais il l'a vu, il a beaucoup aimé, il est ok. En 15 jours, on a un oui. Ah ouais. On a un oui de principe. Et vous êtes sûr que le traducteur a bien traduit les bons trucs ou... On espère. Et pression, du coup, un peu quand même ou Alors, au début, étrangement, non. On se dit, de toute façon... En fait, avec Brice, quand on se met sur un truc, on baisse la tête, on avance. Voilà, on coupe tout. Et... On a eu déjà... On nous a déjà confié mais à la fin, par exemple. Donc, voilà, on s'est dit... confier des licences déjà comme ça. Si je commence à réfléchir à ça, jamais on fait les pages. Voilà. La pression est arrivée bien plus tard, mais on pourra... Non, puis après, il y a plein de trucs. En plus, moi, Denis Bajram, par exemple, c'est le seul auteur que je suis allé voir avant d'être publié. C'est le premier à qui j'ai demandé des conseils professionnellement. Enfin, il y avait plein de symboliques en plus. Xavier d'Horizon, c'est pareil. Enfin,
Si je commence à réfléchir à tout ça, je reste bloqué, je On vais fait dans ma plus cave rien. et je me tape la tête contre les murs. C'est ça. Et ben nous aussi à KGB, on a nos invités, et ce sont souvent les invités qu'on reçoit, mais aussi comme aujourd'hui les personnes qui nous reçoivent. C'est ça, tout ça KGB, et on est très bien reçu ici à Sévry, notamment par Vincent. Et même s'il ne le sait pas encore, parce qu'il n'est pas avec nous en train de nous écouter, et c'est lui, Vincent, qui m'a suggéré le prochain titre. Le groupe est belge, terre de BD s'il en est, c'est Ginzu avec Do You Read Me. Et vous venez d'écouter Do You Read Me par Ginzu, et on me souffle à l'oreille que l'album est excellent.
Mais peut-être que la chronique de Mireille est excellente aussi. Attention, c'est parti. J'en doute. J'hallucine. Moi, j'avoue que j'hallucine. J'hallucine, je crains. Ce soir, au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Rebonjour les amis KGBistes et KGBistes du monde entier. Aujourd'hui, mes petits loups, vous me permettrez cette familiarité exceptionnelle. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Les monstres. Moi, depuis tout petit, j'aime bien les monstres. À peine je dessinais des bonshommes bâtons, que j'ai piqué les vieux bouquins de comptabilité, et puis j'animais des flipbooks avec un monstre géant cracheur de feu et destructeur de cités. Il ressemblait un peu à Godzilla, mais moi je l'avais appelé Azerty, parce que j'avais aussi une vieille machine à écrire à ruban, mais ça c'est une autre histoire. Et puis en fait, c'était pas des vieux bouquins de comptabilité, et je m'étais bien fait engueuler. Mais ça aussi c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que j'ai depuis toujours beaucoup d'empathie pour les monstres, en tout cas ce qu'on appelle un monstre. Parce que fondamentalement, le monstre, il est un peu différent, parfois unique. Souvent, il embête personne et paf, un groupe d'humains vient troubler sa quiétude et repaf, là c'est le massacre. Et ça se termine souvent mal pour la bestiole. Alors je sais, vous attendez des exemples, alors voilà, vous allez être servis. Donc, on parle de monstres. Créatures surnaturelles, extraterrestres et autres. Les Cthulhu et autres styles de kaiju pour les plus grands, et puis les gremlins et les fées des dents pour les plus petites. Même le requin des dents de la mer compte. Spielberg a aussi mis en scène la liste de Schindler, mais j'ai beaucoup moins d'empathie pour ce genre de monstres. Donc, ce dont je parle, c'est du syndrome Boucle d'Or et les 3 ours. À la base, les ours, ils sont cool. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils reviennent d'une petite balade en forêt lorsqu'ils constatent l'intrusion dans leur domicile de l'ignoble petite fille. Et c'est grâce à cette histoire que, quand Hermione et Harry fucking Potter défoncent le troll dans les toilettes de l'école, que je peux pas m'empêcher de songer à cette pauvre créature dont les parents vont sans doute s'inquiéter à mort quelque part lorsqu'il ne rentrera pas pour le souper. Alors, idem pour tous les orques du Seigneur des Anneaux. C'est pas parce qu'ils ont une sale gueule qu'ils n'ont pas le droit à une vie de famille et une routine fonctionnelle. Et encore, quand je parle de sale gueule, c'est subjectif. Peut-être qu'ils nous trouvent horribles, alors que nous sommes si beaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez rarement. Un petit peu dans Max et les Maxi-Monstres, le livre de Maurice Sendak, et l'adaptation de Spike Jonze, Where the Wild Things Are, dans la langue de Elon Musk. Alors si vous ne l'avez pas encore lu ou vu, je vous le recommande vivement 14 ans après sa sortie. Car les monstres ne sont pas forcément ceux que vous imaginez. Bon, peut-être après tout, si, mais bon. Et dans le livre de nos invités, si présents, c'est pareil. Sans rien divulgacher, alors qu'ils n'ont rien d'humain, pas nos invités, hein. Les survivants de Stikades ne sont parfois pas pires que certains habitants de la planète bleue. Et les stratégies militaires qui opposent Golgoth extraterrestre et les Jaegers en mode Goldorak ou Gundam ne sont pas toujours la bonne solution à adopter pour une résolution pacifique. Quoi qu'il en soit, il faut toujours être vigilant au moment de manger son porridge, de bien être un ours et non pas un succube horrible en forme de petite fille aux boucles dorées comme les blés de l'enfer, avec du gluten dedans. Mais encore, j'ai pas vu Cocaine Bear. Salut. Est-ce que t'aimes bien les monstres? Les monstres? Non. Pourquoi t'aimes pas? Parce que ça me fait trop peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont sales. Très sales. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Cinéma! Oh mon Dieu! Merci Mireille. Merci. Le mec, il s'est fait un petit jingle ring pour lui, quoi. Ouais, je me suis fait plaisir, c'est moi qui l'ai fait, donc... Les monstres. Une Ouais, réaction stupéfiant. sur cette chronique? C'est vrai. Ça manque de cheveux, pardon. Oui. De poils. Les poils. On va revenir à Goldorak, qui nous intéresse. Qui n'a pas de poils. Non. Et pour le coup, non. C'est un monstre, c'est un monstre Goldorak ou pas? Il y en a qui peuvent dire que ça peut être un monstre d'acier, mais non, c'est un robot. C'est un robot. C'est pas un Déjà, monstre. c'est une armure presque. En vrai. En vrai, il est Bah commandé oui, par parce quelqu'un. Parce qu'il est piloté. Il est Mais piloté, Goldorak. comme dans les Tortues Ninja, non? Il y a le cerveau et qui pilote le méchant, non? C'est pareil du coup. Mais j'ai toujours trouvé bizarre parce qu'en fait, c'est le cerveau qui parle. C'est-à-dire, c'est le cerveau, il a des yeux et une bouche. Donc concrètement, Non, mais c'est il comme Iron c'est un Man, par véhicule. contre, tu vois. Ouais. Voilà, En fait. Iron Man, c'est ça. David, vas-y. Oh là, non, mais là, j'ai plus mes refs là. Quoi? Non, c'est tout bon, j'ai pas de ref. Jean-Michel Palaref. Ouais, C'est c'est ça. ça, c'est celui, lui, je l'ai pas. Le fameux.
On parlait du coup de ces allers-retours avec le Japon. Donc, comment ça a été... on va revenir un peu au cours de l'histoire qu'on racontait avant. Comment ça a été reçu, ce truc-là ? Et la deuxième question qui vient après, c'est est-ce qu'ils l'ont lu ? Du coup, il a été traduit. Du coup, Alors, traduit, pas encore. Parce que nous, on a signé un contrat pour faire un album de bande dessinée en langue francophone. Voilà. Donc, pour faire Goldorak et non pas Grandizer, qui est le nom japonais. Donc voilà. Après, Kana est en cours de négociation, de finalisation de négociation normalement pour pouvoir faire des traductions, parce qu'il y a une douzaine d'éditeurs qui attendent. Donc on espère bien que ça soit résolu assez rapidement. Donc pour l'instant, des trades, il n'y en a pas. Et il y a eu des retours quand même de... Alors le retour qu'on a eu, parce que tout au long de l'album, ça s'est vraiment très bien passé. Nickel, et à tel point qu'à un moment on s'est dit mais est-ce qu'ils regardent vraiment ce qu'on fait en fait, parce qu'on avait en fait sur tout l'album on n'a absolument rien changé, pas une virgule, pas un trait, pas une couleur, pas voilà. Que dalle. Parce que ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en effet dès le départ le deal, et c'était obligé puisqu'on prend une licence déjà existante, à chaque étape du scénario jusqu'à la dernière touche de couleur, on devait faire valider par donc Dynamic, qui est la boîte de Gonagai, qui détient les droits, qui est le créateur. Et donc on sait très bien comment ça peut être, hein. Les Japonais, ils sont ça peut être très carré, le moins de petits trucs, il faut attention. Et là, ça s'est passé royal. C'est-à-dire qu'on a fait valider chaque étape. Il y a eu quand même 120 pages à faire valider. Faut savoir qu'en termes de storyboard, on a pu faire 3 ou 4 versions différentes. En ancrage, c'est pareil. À la couleur, c'est pareil. Vous multipliez par 120 pages, comme on a dit. Un jour, on fera peut-être une édition ultime qui fera 1300 pages. Avec toutes les versions. Avec toutes les versions. Ça serait génial. Et donc voilà, donc en effet, pour le coup, on avait toujours le retour de Dynamic, pas directement, c'était notre éditrice qui nous disait c'est bon, aujourd'hui c'est ok. Tout va bien, bon. c'est ok. Bon, c'est cool. Hein, et c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, oh là là, mais quand même, on aimerait bien avoir le retour de Gonagai. Alors après, il y a eu quelques moments de flottement parce qu'on a appris qu'il était hospitalisé. On s'est dit, oh, on espère que ça va aller. Quand même, aujourd'hui, il a plus de 80 ans, je crois. Il a plus de 80 ans. Et bref, on en discutait, on dit bon, on espère en tout cas un jour qu'on aura un petit message, etc. Parce qu'en plus, pendant la réalisation de l'album, tout ça, il y a eu la période Covid, donc le Japon c'était fermé, enfin voilà, tous les contacts c'était Internet, rien d'autre quoi. Et un jour est arrivé, c'était donc dans un contexte en plein Covid, le PAM qui était un festival virtuel organisé par les éditions Kana, on avait une interview, une vidéo en live. Interviewé par un copain journaliste, Valentin Paco, journaliste du Figaro. Et donc voilà, donc on fait ce truc-là en live, en vidéo, tout ça, et à la fin de l'émission, ils nous disent bon on a un petit cadeau pour vous, on vous laisse regarder. Et puis, on vous montre et puis vous nous direz après. Et là, une vidéo de 2 minutes, on voit Gonagai avec l'album dans la main, qui dit je l'ai lu, c'est incroyable, bravo, j'ai retrouvé l'émotion des trucs, et ben voilà, merci pour ça. On n'était pas prévenus, on n'était pas au courant. Ça s'est terminé, donc, alors qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, eux étaient comme ça, puis en fait, tu vois, tu vois les 4 écrans, tu vois les autres comme ça. Ouais. Non, c'était super fort, parce que là, pour le coup, il y avait Dieu qui nous disait c'est bien les petits gars. Voilà, donc on attendait ça, on a attendu ça pendant 2 ans, hein, et voilà. Donc on a eu ce retour-là, on a dit ok, si on en est là, on a tout gagné. Ouais. En tout cas, on s'est dit voilà, après ça plaît pas, ça nous appartient plus, mais au moins on a fait le boulot comme on le pensait et on est pas mal. Et puis quoi. Il s'avère que ça plaît, non ? Je pense que les grands fans de Goldorak se retrouvent. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la dynamique, le mouvement. Les scènes de battle, les scènes de fight là où en fait t'es devant la télé en fait quand tu lis c'est un super compliment, merci. C'est mais c'est une émotion, un ressenti. Hein, ouais. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, faut retranscrire le dessin animé dans les années 70, mine de rien, avec quand même énormément d'action, mais c'était les dessins animés des années 70. Et on s'est dit mais là, on fait une BD en 2021, donc il faut qu'on y aille à fond dans l'action. Avec des immeubles qui leur tombent dessus, ce genre de choses. Voilà. Qui dit immeuble dit fenêtre. Oui, c'est vrai que tu es dessiné de chaque Vous fenêtre. ne pouvez pas voir le sourire là. Non, mais c'est très bête à dire comme ça, mais sur un dessin animé, tu as le mouvement de caméra, tout ça. Je veux dire, à la limite, tu peux suggérer 4 ans de fenêtre et faire penser qu'il y en a 300, quoi. Sur la BD, tu peux pas faire ça. C'est toi qui t'es collé aux fenêtres. Du coup, pas que moi. Parce que on s'est tous collés aux fenêtres. Pour vous dire le level d'exigence qu'on a eu, dans les scènes de bataille de Tokyo, on avait Google Earth sous la main.
Parce que si on dessinait une rue, on dessinait la rue. En fait, la scène dont tu parles, là où il y a tout le fight avec le Golgoth à travers la rue, en fait, tout ça, c'est des vraies rues, tu peux refaire le parcours. Il y a une scène du début avec l'hôpital où, du coup, Vénusia travaille. L'hôpital, il existe, c'est la vraie rue, elle est comme ça. Après, il y a des adaptations de temps en temps. Tu rajoutes un building plus grand pour le cadre, pour tout voilà, ça. Mais on s'est donné comme au Cinoche, quoi. pour te dire le level d'exigence qu'on s'est donné, et que ce soit pour les scènes d'action, tout ça, pour faire vivre tout ça, les graphiques en japonais, c'est des vrais. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, d'avoir ce niveau d'exigence-là aussi. Alors, ce qui fait que ça fonctionne, si un jour on le sait, on recommence pour revendre plein d'albums. Parce que ça, on sait jamais. Moi, je connais plein d'albums qui ont eu ce niveau d'exigence, en tout cas dans la démarche, ou même sur d'autres aspects, et qui sont juste des albums fabuleux, et puis ils en ont vendu 2000, tu sais pas pourquoi ça part. Bon, là, on parle d'un truc exceptionnel, de base, c'est Goldorak. Tu vois, là, les gens, ils viennent nous voir en dédicace, ils viennent pas nous voir nous, ils viennent pour Goldorak. C'est complètement différent. Ouais, t'arrives avec un public acquis à la c'est ça, au départ, déjà, il y avait des gens contents alors qu'ils savaient même pas à quoi ça allait ressembler, quoi. Ouais, mais t'as aussi des gens qui t'attendent au tournant et qui te disent ils sortent Goldorak, on va les défoncer. Donc, exactement. Ouais, c'est là où on a flippé et où on a du bol, où a priori ça plaît à la majorité, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la pression. Et la pression, on l'a pas ressentie sur le début. C'est à partir du moment quand le projet a été rendu public en 2020 et on a commencé à voir, mais il y a une édition collector qui a été faite, donc à 10 000, elle était à 10 000 exemplaires, c'est ça. On devait faire 5 000, il y a eu un retour des commerciaux, on va peut-être faire 7, puis au final on a fait 10 000 parce qu'en fait c'était. Et donc cette édition-là, elle n'était pas encore commercialisée, il n'y a aucun numéro de ISBN. On savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Alexis était en train de faire la maquette. Ça a été annoncé que ça a été fait. Il y a des libraires en ligne qui ont créé une fausse maquette en 3D et qui en ont prévendu 150. Le jour où ça a été annoncé, on était en train de travailler dessus. C'était pas travaillé. Et là, on s'est dit, c'est la furie. Ok, là, on savait que c'était Goldorak. Et là, on s'est dit, ok, là, on commence à avoir la pression parce qu'on est vraiment, vraiment attendu au tournant. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là où ça a été intense. Et cette rigueur que vous avez eue pendant toute la création, c'était aussi un moyen de trouver ce point de jonction entre vous trois, au-delà de il y a ça aussi, parce que la philosophie, c'était de se dire que tant que ça plaît pas, tous les 5, on continue. Ok. Donc l'exigence, elle est là, en fait. Voilà. On se connaissait suffisamment pour pouvoir se pousser dans nos retranchements, mais en même temps comme je disais, pour se porter mutuellement, pour aller vraiment au bout de ce qu'on pouvait faire. J'ai l'impression qu'on pourrait rester des heures ensemble, c'est passionnant. Je confirme. Je suis désolé, c'est sûr. C'est sûr. Donc on va être obligé de vous laisser retourner à vos activités normales. Dernière question rapide, il y aura une suite ou pas? Non, il n'y aura pas de suite. Okay. Ça c'est pareil, ça fait partie des... Je vous dis ça vite fait, mais on nous le demande. On est très con de ne pas le faire, d'un point de vue purement pragmatique. Mais notre philosophie, notre envie de base, c'était d'écrire l'épisode ultime de la série. On l'a fait. On était potes avant, on l'a fait, on est encore plus potes aujourd'hui. On vit une aventure humaine vraiment folle. C'est trop risqué. Le moteur de ce projet... Dans 10 ans, on en reparle, mais là, c'est pas possible. Le moteur de ce projet, il était sentimental. Donc, on l'a fait, on a vraiment donné... On a fait ça, on va dire qu'on s'est partagé entre les gamins qui regardaient des dessins animés et les auteurs de bandes dessinées qui ont 40-50 piges. Et on a vraiment fait ça avec le cœur. Aujourd'hui, si on le referait, il y aurait forcément quelque chose de commercial. Et rien que pour ça, moi, c'est plus la même chose. C'est bien que vous soyez tous d'accord là-dessus, en tout cas. Eh ben, c'est la dernière ligne droite de l'émission où je vais contredire les Fatal Picard qui nous annonçaient sur leur album Droit de Veto, il y a tout juste 20 ans, que Goldorak est mort. C'est totalement faux. Preuve en est, on a passé la quasi-entièreté de cette émission de parler de sa plutôt bonne santé en compagnie d'Alexis Santenac et Brice Cossu. La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un kart à pédale. Comment je vais dire ça à papa? Au centre ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre Alcor, je crois que le Delco est pété. Allez des couilles, je suis le prince de fort, je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte, après sur la petite route je déboîte.
J'ai vu débouler le lapin, j'ai lancé les fulgures au point. Pourtant c'était bien au Xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak qui est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais Goldorak est mort. C'est sur mon père il va me tuer. Comment je m'ai mangé le rebord. Et le rail de sécurité. Son texte je préférais être mort. En contrôle technique là c'est râpé. Madame pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, je suis habillé marrant. Pour le Japon, je fais 0,1 devant. Allô papa, j'ai un pépin. Je suis entre Ternier et Amiens. Ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, il est sur la table, écoute. Écoute papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, c'est bon, passe-moi maman. Quoi, j'ai jamais eu de maman? Tu me l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère, parce que c'était le grand stratégaire. Et voilà Goldorak qui est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben oui Goldorak qui est mort. Et 13 UCAD à remorquer. C'est qu'on me traite pas de tête de mort. Je sais c'est cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé. Et ben voilà, KGB c'est terminé pour aujourd'hui. Tu peux à nouveau tourner le bouton de ta radio. Comme d'hab, parce qu'au bout de deux, moi je dis que ça devient une habitude. Merci à Sévrier BD pour l'accueil, à Gaël et Vincent de BD Fugue pour leur confiance. Surtout, bravo, merci à nos invités, Charlotte Moonlick de tout à l'heure, Alexis et Brice, merci à vous. Merci à vous. Tu peux dire merci aussi. Merci à vous. Ils sont vraiment très très polis. Remercier maman. Exactement. Ils sont là? Non, c'est bon. Je vous invite à aller pianoter sur les liens du podcast de l'émission et à vous enquérir de leurs œuvres auprès de vos libraires indépendants. Quelle bonne idée. L'émission, quant à elle, est à retrouver sur les plateformes de podcast, certes, mais surtout en FM. Oh oui, sur les ondes de Radio Alto et Radio Elébor, et un peu partout dans le monde si t'as le Wi-Fi à tous les étages. On se retrouve pour la prochaine. Tiens, je sais pas vous, mais moi j'en referais bien une au bistrot, non? Allez, d'ici là, porte-toi bien, n'hésite pas à jouer de la musique avec tout ce qui te tombe sous la main. Casserole, fais tout, même des plats à gratin. À bientôt. Oh, j'ai adoré ce moment. Je suis désolé. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier le réglage de vos récepteurs. J'aime bien la radio. KGB. Au revoir et...